des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au nord du Portugal, près de la vallée du Douro, le domaine de la Casa de Mateus est installé au cœur des vignobles. La Casa de Mateus lie terres agricoles et jardins d'apparat. Un palais baroque du XVIIIe siècle se dresse aux côtés d'un ancien lavoir et d'un séchoir à grains. La famille du comte Albuquerque habite la Casa de Mateus depuis plus de 3 siècles. De génération en génération, le patrimoine s'est développé grâce à la production céréalière et viticole. Au XVIIIe siècle, l'ancienne maison familiale est remplacée par un palais baroque et sa chapelle. Progressivement, de nouveaux jardins d'apparat ajoutent au faste de la propriété. En 1960, le paysagiste Ribeiro Teles crée un miroir d'eau à l'entrée du domaine. Pedro Ginja est ingénieur forestier, auteur d'une étude sur les arbres du domaine. Pedro, le dispositif d'entrée dans le domaine est théâtral, puisqu'on rentre d'abord en traversant un bois qui bloque la vue, et puis d'un coup, on se retrouve face à ce miroir d'eau qui dialogue avec le bâtiment. Quand Gonçalo Ribeiro Teles dessine ce lac et cette entrée, il réussit à créer un effet qui fait du palais le point central du paysage. En créant ces allées, ces rideaux de végétation dense, il attire notre attention vers le bâtiment. Et en ajoutant le reflet de la maison, il réussit un effet vraiment théâtral. Ça suscite toujours l'étonnement quand on visite le domaine. Alors on a le sentiment que l'architecture et les espaces extérieurs et les jardins font partie d'une seule et même énergie. Ils semblent très cohérents et pourtant la chronologie n'est pas la même. Oui, c'est l'un des aspects très intéressants de la Casa de Mateus. On a comme maison seigneuriale un palais d'architecture civile du début du XVIIIe siècle et dans le jardin, on retrouve un style néo-baroque, bien postérieur, datant principalement de la première moitié du XXe siècle. Le visiteur peut penser que c'est le même espace qu'il y a 300 ans, mais pas du tout. Les jardins sont une création néo-baroque, une réinterprétation faite au XXe siècle. Même s'il est vrai qu'on peut avoir l'impression que les deux ont été conçus à la même époque, la maison est bien antérieure. Pedro, quelle est l'origine du jardin supérieur sur lequel nous sommes et des parterres de broderie? Nous avons des archives qui font référence au style originel de la maison.
À l'époque, ce jardin était assez dégradé. Il n'en restait pratiquement rien. Il a été redessiné dans les années 1930. C'est un jardin avec un motif géométrique de buis conçu par Guedes de Amorim, un architecte venu intervenir sur plusieurs jardins, dont ce parterre. Quand il fait ce dessin, il respecte le passé. Nous pouvons observer ce qu'il reste des camélias, qui nous donnent cette atmosphère dans la perspective de l'axe. Il n'a pas eu le courage d'éliminer la végétation des époques antérieures, notamment avec les camélias et le palmier. Ces éléments sont maintenus et le tracé de buis s'adapte à l'ancien dessin. Et aujourd'hui, nous pouvons parfaitement faire la différence entre les différentes époques, ce qui apporte de la valeur à cet espace. Derrière l'arche des camélias, un tunnel de cyprès invite à profiter de l'ombre et de la fraîcheur. La création de cette immense voûte végétale est le résultat de 70 ans de taille. Pedro, comment on maintient un ouvrage végétal comme celui-ci, un véritable monument vivant en fait? C'est une des difficultés. Ici, dans le tunnel, ce sont des résineux sensibles au tassement. Nous avons un gros problème à cause du passage des visiteurs. Les racines des arbres sont très tassées et cela nous préoccupe. Ce tunnel est constitué d'environ 80 arbres différents imbriqués. Ils sont en forte compétition les uns avec les autres. Si nous avions donné plus de place à ces arbres, ils seraient énormes. Mais là, puisque les cyprès sont plantés dans un alignement très serré, certaines de ces plantes sont fragilisées et perdent de leur vitalité. C'est la raison pour laquelle nous avons quelques trous dans le feuillage. Ces trous se referment lorsque les branches de l'arbre voisin les recouvrent. Il faut veiller à entretenir le sol et tailler le dôme. L'élagage pour entretenir la forme de la taupière est fait régulièrement. Les jardins de Casa de Mateus sont composés autour d'un axe qui structure la propriété et traverse les bâtiments. Un miroir d'eau marque l'entrée de la demeure. Des jardins en terrasse surplombent le jardin des fleurs et le jardin de la couronne. Une voûte de cyprès longe les 3 pièces d'eau. Des treilles accompagnent les allées et conduisent vers les vignes. Des parcelles rectangulaires font la transition au sud entre la demeure et les terres agricoles. Antonio Tavera est jardinier en chef du domaine depuis près de 40 ans. Son grand-père a planté les premières broderies de buis dans les années 30, tandis qu'Antonio a introduit les premiers rosiers et les lilas des Indes. En profitant du climat de la vallée du Douro, avec ses étés chauds et secs, ses hivers doux et humides, il a récemment enrichi le jardin des fleurs.
Avant, il n'y avait que 2 variétés de fleurs, qui étaient les astères de Chine et les ignaces. Alors, on se retrouvait presque sans fleurs, dès le milieu de l'été. Et on a donc décidé de changer la plantation, pour avoir des fleurs 12 mois sur 12. Et j'y suis arrivé. Alors quel type de fleurs poussent en hiver? En hiver, j'ai toujours des fleurs. Par exemple, les astromélias, qui sont là de janvier à janvier. C'est une plante qui donne des fleurs toute l'année. C'est incroyable. Je n'arrivais pas à y croire. C'est pour ça que j'en ai mis à plusieurs endroits. Je ne voulais vraiment pas risquer de perdre cette plante qui donne une très belle fleur. J'en enlève au fur et à mesure. Regardez. J'enlève celle-ci qui est vieille. Et celle-ci aussi. Celle-ci ne donne plus rien. Ouais, elles ont déjà fait leurs fleurs, quoi. Et d'autres poussent à la place, vous voyez? Il y en a des nouvelles. C'est reparti. Là. Oui, oui. Dans 15 jours, si j'enlève celle-ci, il y aura déjà de nouvelles fleurs. Tu vois ça? C'est tout récent. Plus on en arrache, plus ça donne. Et ça jusqu'au mois de janvier, alors, pour un prochain cycle. Ouais. Antonio, est-ce que dans ce jardin, vous vous sentez chez vous? Est-ce que c'est un jardin qui vous manque quand vous êtes absent? Oui, bien sûr. J'ai la nostalgie de mon jardin, parce que c'est toute ma vie ici. Si je n'entretiens pas tous les jours le jardin de ma maison, ce n'est pas grave. Mais ici, il faut toujours que je le maintienne propre, sans mauvaises herbes, parce qu'il y a beaucoup de tourisme. C'est une grande responsabilité. Quand je suis en vacances, oui, ça me manque. C'est toute ma vie, ce jardin. Comme son grand-père avant lui, Antonio taille à la main toutes les broderies de buis. Pedro, le jardin de la Couronne se distingue par la simplicité de ses matériaux. On a juste un petit gravier clair, une petite grave claire, du buis, quelques camésipari, un cyprès. Finalement, c'est l'espace le plus sobre des jardins de Casa do Mateus. Pourtant, dans le dessin, c'est probablement le plus complexe. Oui. Ce jardin est vraiment différent et pour plusieurs raisons. Il est simple et soigné, et sa beauté réside justement dans cette simplicité, dans le dessin et dans les matériaux. Le buis et le gravier sont les 2 seuls éléments utilisés pour créer ces arabesques et le dessin d'ensemble. Et ça fonctionne très bien quand le jardin est vu de haut. Nous avons alors une perception complète des buis sculptés. Ils forment un ensemble parfait. Ce jardin a été dessiné par Paulo Ben Slimane en 1948. C'est après qu'ont été ajoutés des éléments comme le fronton et les 2 cyprès. Mais les motifs des couronnes ont été maintenus depuis l'origine.
Le long du jardin de la Couronne, des piliers en granit relient les jardins ornementaux aux terres agricoles. Angela Silva est historienne des jardins à l'université de Villarreal. Angela, au gré de la promenade dans l'axe principal du jardin, on va passer d'un jardin très ornemental à un paysage de vignes. Il est intéressant de remarquer que dans cette région, les quintas, les exploitations agricoles qui produisent du vin, ont effectivement des jardins ornementaux. Et entre ceux-ci et les terres agricoles, il y a des zones de transition. Ici, à la Casa, nous avons un jardin classique, formel. Il s'organise autour d'un axe principal qui se prolonge avec cette allée, la Latada. Elle a été conçue en même temps que la construction de la maison, au XVIIIe siècle. Cette Latada s'inscrit dans la continuité de l'axe de la propriété et vient souligner le vignoble. Alors, comment on peut définir ces latadas, ce qui est autour de nous ? La Latada se distingue de la pergola. Même si elles ont toutes les deux pour fonction de soutenir la végétation, la Latada est associée à la vigne, alors que la pergola porte des plantes ornementales. Et alors, les latadas, elles sont aussi caractérisées par ces colonnes de granit qui, ici, contrairement à celles qu'on va rencontrer un petit peu plus loin dans les champs, sont taillées, sont ornementées. Oui, notamment à partir du XVIIIe siècle, dans ces grandes propriétés qui utilisent le granit, avec ce style baroque du nord du Portugal. Cette pierre brute est travaillée, ici avec ces piliers sculptés, qui ont tous un motif différent, mais aussi dans les escaliers, sur les statues et les bordures au sol. C'est fréquent dans les jardins du nord du pays, où le granit est la roche par excellence. Le granit est aussi utilisé pour l'ancien lavoir et le séchoir à grains, mais ces ouvrages agricoles sont d'une facture rustique. Ici, le granit est omniprésent. Au sol, avec les pavés, les dallages. Sur les façades, avec les fenêtres et les linteaux. Ou sur le grand portail d'entrée. Une roche qui signe l'identité du domaine. La géologie, l'orientation et le climat contribuent à la qualité du vignoble. Pourtant, au cours de la Seconde Guerre mondiale, la rentabilité du vignoble portugais connaît une récession. Le propriétaire du domaine, le comte Francisco Albuquerque, va alors convertir quelques parcelles viticoles en vergers et se tourner vers la production de confitures. Mais depuis 15 ans, la production du vin est relancée.
Aujourd'hui, une des allées principales est encore bordée de nombreux arbres fruitiers. Inès Albuquerque, petite fille de Francisco, se souvient de son enfance à la Casa de Mateus. Mon grand-père, il avait la passion des pommes et des poires surtout. Il voulait essayer de manger le fruit dans sa seconde de perfection. Et il disait que ce moment était 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures après la floraison. Alors sur chacun de ces arbres, il y avait une petite plaque avec la date de la floraison. Ces employés devaient noter quel était ce jour et cueillir au bon moment. Au bon moment. Et c'est l'une des petites histoires qui se maintient encore dans la famille. C'est toujours d'essayer de trouver la poire. Quand on trouve la poire dans son moment de perfection, c'est une fête pour tous. Inès, est-ce qu'il y avait des lieux dans le jardin qui étaient plus propices à l'imagination et au jeu? Il y avait plusieurs endroits qui étaient magiques en notre enfance. Il y avait une salle où il y avait toutes les échasses et tous les jeux. Et alors, c'était la première chose qu'on faisait le matin, c'était d'aller ouvrir la porte, prendre les échasses, les emmener au jardin. On traversait les lacs, on faisait toutes sortes de jeux avec les échasses. Et on avait aussi des petits parcours genre triathlon, des courses qu'il fallait faire. Oui, qu'il fallait faire une partie en échasse, c'était ma préférée, c'était la meilleure. une partie en bicyclette qui était sur toute cette allée. Ouais. Et après, on finissait à la piscine. La Casa de Mateus est aujourd'hui une des institutions culturelles les plus actives du Portugal. Le fonds d'archives, conservé à travers les siècles, témoigne aussi bien de l'histoire de la famille que de celle du pays. Inès, comment on maintient aujourd'hui un lieu patrimonial comme celui-ci, qui n'est pas seulement un patrimoine familial, mais aussi un patrimoine national? La maison est patrimoine national depuis 1911. Mon grand-père a fait une fondation pour que la maison ne soit pas seulement une maison utilisée par la famille ou visitée par les touristes, mais que ce soit un endroit de discussion, d'échange d'idées. Ouvert à tous. Ouais. Ouvert à tous. Et surtout, ici, Inès, vous conservez un véritable trésor. Oui, mon père, il dit toujours que s'il y avait un malheur, le document, l'objet qu'il essayerait de sauver, c'est l'édition des Lusíadas de Don José Maria. Don José Maria est le petit-fils de celui qui a fait construire la maison et mon 6e grand-père. Pour préserver notre identité nationale, il a fait publier à ses frais le livre des Lusíadas, qui est l'histoire racontée en vers des Portugais depuis la fondation du pays, jusqu'à 1550. Jusqu'à moi, j'ai notre grand poète national, c'est comme Goethe en Allemagne. Le livre en parchemin, en 2 volumes, avec les dessins de Fragonard fils, sont ici dans notre bibliothèque. Jusqu'à Don José Maria, toute la famille était surtout des gens liés à la magistrature, à l'église, et ils étaient tous des militaires. Et lui, il ouvre cette porte merveilleuse, la culture, des arts, qui est en ce moment notre fil conducteur de toutes nos activités. Depuis toujours, la famille Albuquerque a eu à cœur de faire rayonner la Casa de Mateus au-delà des limites de son domaine. Les différents jardins sont parfaitement préservés, entretenus et continuent d'évoluer.
Le dialogue et l'équilibre entre l'architecture, les jardins d'apparat et les parcelles de vignes et de vergers qui entourent le domaine confèrent à la propriété un charme fou. Ce sentiment extraordinaire que l'on visite un trésor, une perle rare dans l'histoire de l'art des jardins au Portugal et en Europe.